Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui autour de la table Isabelle Quenin, le docteur Martine Pérez, le professeur Françoise Forette et le docteur Gérald Kierzek. Et avec vous, docteur Gérald Kierzek, on va faire notre rubrique comme tous les lundis, la rubrique comment ça marche. On essaie de vous expliquer comment marche le corps humain, comment marchent tous ces éléments dont on entend souvent parler. On ne sait pas précisément de quoi il s'agit. On ne sait pas ce qui se cache derrière les mots. En tout cas, on a des idées qui parfois sont fausses. Et aujourd'hui, on va donc parler du coma. Vous allez nous expliquer ce qu'est vraiment le coma. Le coma, pour moi, c'est quand on est une espèce de légume, qu'on ne ressent plus rien, c'est ça ? Il y a différents stades. Alors, ça peut être un stade de coma très profond où la vie relationnelle est complètement abolie et même la vie végétative est abolie. C'est-à-dire que les fonctions de base, vitales, vous ne pouvez pas respirer. Donc ça, c'est le stade le plus profond de coma. Mais un coma, ça peut être un simple trouble de conscience. Et en fait, il y a toute une palette qui fait que le coma peut aller d'un simple endormissement, vous êtes un peu endormi, on va vous stimuler, vous allez ouvrir les yeux. Et c'est un coma léger. Alors, on a une échelle pour parler de coma. C'est plus stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Ça dans les médias tout on le temps. entend ça dans les séries télé, on entend ça dans les Mais médias. ça n'existe pas, ça ? Ça n'existe pas. En tout cas, nous, on ne l'utilise pas. Ce qu'on utilise, c'est une échelle qui s'appelle l'échelle de Glasgow, qui va de 3 à 15. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand on a 15, c'est vous et moi, on est éveillés, là, tous autour de cette table. On a 15 sur l'échelle de Glasgow. Ça veut dire qu'on ouvre les yeux, ça veut dire qu'on parle normalement. D'accord. Et ça veut dire qu'on a une réponse motrice qui est coordonnée. Vous bougez Donc là, vos mains. on est à 15. Là, on est à 15. D'accord. Et Et puis, juste une question bête, mais pourquoi ça s'arrête à 3 ? Vous êtes bizarre quand on est alors, médecin. ça s'arrête à 3 parce que ça a été fait par une étude, par une équipe de Glasgow sur des patients qui étaient traumatisés crâniens. Et le minimum du minimum, c'était pas d'ouverture des yeux, pas de réponse verbale et pas de réponse motrice. Et au lieu de mettre 0, ils ont mis 1 tout simplement. Et donc, quand on a 3 sur l'échelle de Glasgow, c'est qu'on est vraiment dans un état de coma très profond. D'accord. Et entre 3 et 15, eh bien, vous pouvez avoir des gens qui ont les yeux qui s'ouvrent à la douleur par exemple, ou une réponse qui est motrice mais qui n'est pas adaptée. C'est-à-dire quand vous pincez quelqu'un, normalement, il va réagir à la douleur ou il va vous en coller une s'il est vraiment éveillé. Et s'il est dans le coma, il ne va pas pouvoir réagir, voire même il ne va pas réagir du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de réaction de retrait du membre à la douleur. Et tout ça nous permet d'évaluer la profondeur du coma. Donc on est au coma à combien ? Parce qu'à 15, on n'est pas. Nous, on est Glasgow 15, là, si j'ai bien compris. On a un trouble de conscience entre 10 et 15 et en dessous de 10 et en dessous de 8 même, on est vraiment dans le coma. D'accord. Ce qui va poser un certain nombre de problèmes, notamment respiratoires, parce que quand vous êtes dans le coma, il y a un relâchement musculaire complet. Et pourquoi on voit des patients qui sont intubés de manière préventive, on met un tuyau dans la bouche pour pouvoir les faire respirer avec une machine, c'est parce que le coma est tellement profond que les fonctions vitales, et notamment le relâchement musculaire et les fonctions vitales comme la respiration, sont menacées. Et donc, pour pouvoir préserver ces fonctions et préserver une oxygénation, on va intuber et endormir, même approfondir parfois le coma. Mais le coma, c'est quoi précisément ? C'est Alors, le cerveau qui arrête de répondre ? C'est ni un organe, le coma, ni une maladie. Ouais. Alors, c'est un symptôme, le coma. Le coma, vous avez différentes causes de coma. Un coma traumatique, vous avez un traumatisme crânien, vous prenez un coup sur la tête, violent, vous tombez dans le coma spontanément. Vous prenez des médicaments pour dormir, vous faites une intoxication médicamenteuse, vous pouvez tomber dans le coma. Vous respirez du monoxyde de carbone, vous savez, la fameuse intoxication au CO, vous tombez dans le coma là aussi. Donc, c'est un symptôme qui regroupe beaucoup de pathologies. Et tout l'enjeu, quand nous, on trouve un patient dans le coma, c'est de déterminer la cause de ce coma. Mais je vous interromps parce que vous connaissez ça par cœur, mais pour nous c'est un peu compliqué. Quelle est la différence entre par exemple tomber dans les pommes et tomber dans le coma ? Vous dites quand on se prend quelque chose sur la tête, on peut, nous, ce qu'on appelle tomber dans les pommes. On peut tomber dans les pommes. C'est être dans le coma, faire ça, ou une pas ? perte de connaissance. C'est être dans le coma. Tout dépend de la durée de la perte de connaissance. Vous tombez dans les pommes où vous avez un malaise, mais vous avez encore une vie relationnelle. C'est-à-dire que vous avez un peu des étoiles devant les yeux. Vous dites, oh là, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne. C'est pas un coma. Par contre, vous prenez un coup sur la tête, vous tombez, il y a une perte de connaissance. Tant que vous ne répondez pas, tant qu'il n'y a pas de vie relationnelle, vous êtes dans le coma. D'accord. Heureusement, dans l'immense majorité des cas, les gens se réveillent. C'est une perte de connaissance initiale. Ils peuvent parfois avoir des lésions cérébrales qui vont faire, et ça c'est un autre type de coma, qu'on va les plonger dans un coma artificiel. On a eu les conducteurs de Formule 1, les deux cas dramatiques, et notamment Schumacher, qui avaient été plongés dans un coma artificiel dans un premier temps. Et quand on plonge les patients dans des comas artificiels, c'est pour protéger le cerveau. C'est-à-dire que là, il y a des troubles de conscience qui sont liés au traumatisme, mais pour protéger le cerveau, pour éviter l'œdème cérébral, on va mettre des médicaments, une sédation, des médicaments sédatifs, pour pouvoir les plonger dans le coma, et on va lever la sédation progressivement pour voir comment le patient se réveille. Et donc très souvent en réanimation, on a un coma qui est lié à la fois aux médicaments et à la fois au choc initial si c'est un traumatisme crânien. Mais encore une fois, il peut y avoir des causes toxiques, il peut y avoir des causes métaboliques. Par exemple, si vous avez des troubles sanguins ou une maladie endocrinienne par exemple, on a des cas de coma naturel liés à cette intoxication de l'intérieur. Est-ce que le coma c'est forcément grave ?
Le coma, oui, c'est forcément grave. Après, tout dépend combien de temps il va durer et tout dépend la cause. C'est-à-dire qu'un coma, plus il est long, plus c'est grave, parce que plus le cerveau et le système neurologique risque d'avoir des séquelles. Après, on peut plonger les gens dans un coma thérapeutique quelques jours et ça va simplement protéger leur cerveau. Une anesthésie générale, par exemple, c'est une forme de coma artificiel. Quelques jours de coma, c'est pas très grave. On sait que la récupération cérébrale, neurologique peut être ad intégrum. On peut sortir d'un coma sans séquelles. En tout cas, plus ça dure ou plus la cause du coma est une cause sévère, grave, une méningite, une infection généralisée peut plonger dans le coma. Mais là, c'est pas le coma qui est grave, c'est la maladie initiale qui est grave et c'est la cause du coma qui est grave. Eh bien, on voit des gens qui se réveillent des fois, enfin on entend ces histoires dans les médias, après 15 ans, 20 ans de coma. C'est très rare et c'est exceptionnel? Alors oui, c'est exceptionnel et surtout dans les stades de coma, il y a un stade ultime qui est ce qu'on appelait le coma dépassé. Et il ne faut pas confondre le coma, quand on vous plonge dans le coma, où vous êtes dans un état post-relationnel, c'est-à-dire mais il y a encore une relation, vous avez encore des fonctions vitales, vous respirez encore, avec le coma dépassé qui est là une véritable mort cérébrale, une mort encéphalique. Et d'ailleurs, c'est la définition légale de la mort du cerveau, c'est avec un électroencéphalogramme qui est un électroencéphalogramme plat. On n'est plus au stade du coma. C'est pour ça que ce terme coma dépassé était un mauvais terme. C'est plus que le coma dépassé, c'est une mort encéphalique. Donc ça, c'est irréversible. En revanche, des gens qui sont dans un état de coma chronique, il peut y avoir des cas de réveil. Et là, tout l'enjeu, c'est de faire des examens initiaux, des examens morphologiques, faire des scanners, faire des IRM ou faire des stimulations cérébrales pour essayer d'évaluer la capacité de récupération de ces fonctions. Docteur Martine Pérez. Oui, moi j'aimerais bien savoir quel est le degré de conscience quand on est dans le coma. Parce que je me souviens, il y a quelques années, on s'est intéressé dans les services hospitaliers et notamment en réanimation aux personnes dans le coma et on les accompagnait avec des psychothérapeutes qui leur parlaient, on essayait de les éveiller. On pensait aussi qu'ils entendaient, qu'il fallait surtout pas dire des choses désagréables sur leur pronostic parce qu'il y avait une possibilité d'écoute. Ils entendaient ce qu'on leur disait. Alors, c'est pas parce qu'on est dans le coma, effectivement, qu'on n'a pas de capacité à entendre. Et on voit notamment quand on interroge des patients qui sortent d'un coma prolongé en réanimation, ils ont des souvenirs tout à fait conscients et précis ou de bruit ou de paroles. Donc nous, ce qu'on conseille aux familles, quand on plonge quelqu'un dans le coma ou quand quelqu'un est dans le coma, en service de réanimation, on conseille à la famille d'entourer, d'être présent, de parler. C'est important ça. C'est important. Toucher, des fois on voit les gens qui prennent les mains, par exemple, de personnes qui sont dans le coma. Oui, de toucher parce qu'on ne sait pas justement quelle est la capacité de perception du patient qui est plongé dans le coma. Donc autant sur cet ancien terme de coma dépassé ou des patients qui sont malheureusement en état de mort encéphalique, mais là on ne parle plus de coma, là on sait qu'il n'y a plus aucune sensation, perception qui est que le patient peut avoir en réanimation, et cette phase-là elle dure, elle est très courte, elle ne va pas durer. Autant quelqu'un qui est dans le coma, qui a encore des signes, qui a encore des signes de perception, voire même des signes de réveil, c'est important non seulement de lui donner ces gages-là de la part de la famille, mais la famille doit aussi percevoir est-ce qu'il y a eu des mouvements, est-ce qu'il y a eu des réactions, et de transmettre ça à l'équipe médicale parce que ça permet de voir si la personne est en phase d'éveil par exemple, et ça c'est important à évaluer. Mais juste d'un mot, parce que vous me dites on ne sait pas trop ce qui se passe dans cette période de coma, mais quand les gens se réveillent, on leur demande pas s'ils ont entendu la famille parler autour, si on leur a pris par là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent du coma. Donc mais il y a même des gens qui témoignent en disant dis donc ce que tu as dit, j'ai entendu ça, ou j'ai entendu l'équipe médicale. On a des témoins là-dessus. Bien sûr, on a des témoins, et à la limite c'est nous, équipe médicale, qui sommes plus pris en défaut sur cette histoire-là, avec des patients qui se réveillent, dis donc c'est qui la personne qui a telle voix ou qui reconnaissent la voix, et c'est parfois associé à des souvenirs un peu négatifs. Professeur Françoise Forette. Alors il faut rappeler bien sûr que c'est une urgence absolue, il faut être dans les mains d'un bon réanimateur comme Gérald, mais il faut savoir aussi que ça peut se produire en deux temps, et ça se produit en deux temps très souvent chez les personnes âgées ou chez les enfants, lorsque le coma est dû à un hématome du cerveau qu'on appelle l'hématome sous-dural, sous la dure mère. Et par exemple, un gamin qui tombe de la balançoire ou une personne âgée qui tombe, parce que ça arrive très fréquemment, elle se ramasse, elle n'est pas trop mal, etc. Il faut surtout la surveiller, parce que c'est dans un deuxième temps que survient le coma. Et en particulier pour les gamins, il ne faut pas les laisser se coucher, puis on n'en parle plus, puis on ne le regarde plus. Il faut prévoir l'apparition du coma. Alors, 39-21, on va aller au standard avec une question intéressante qui nous arrive de Florian. Bonjour Florian. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, Florian. Vous avez fait une soirée où il y a un garçon qui a fait un coma éthylique, c'est ça ? C'est ça, en fait, en soirée, on a un ami à nous qui est tombé dans les pommes. On a donc appelé les secours qui nous ont dit qu'il avait fait un coma éthylique. Ouais. Et donc, du coup, j'aurais voulu savoir ce que c'était les risques du coma éthylique, si c'était grave.
Ah oui, c'est une bonne question ça, Gérald Kierzek, et en plus ça permet ça se positionne comment dans l'échelle de 3 à 15 ce coma éthylique? Tout dépend combien vous avez bu, Jean-Marc. Si bien sûr, si vous avez une dose massive, ce qu'on appelle le binge drinking chez les adolescents qui boivent une quantité massive d'alcool, on peut se retrouver avec des patients qui sont dans un coma très profond, un Glasgow 3. On intube très régulièrement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus respirer, les voies respiratoires ne sont plus protégées, et c'est ça le risque en fait. Florian, le risque du coma éthylique... Une fois qu'on a dessoulé, c'est rien? Non, il y a deux risques. Le premier risque, c'est de s'étouffer, c'est un risque respiratoire, et c'est pour ça que c'est des patients qui se retrouvent en réanimation, même si on a un peu l'impression qu'un coma éthylique, c'est pas très grave, ça va passer quand on a dessoulé. Pas du tout, il faut appeler le 15 ou le 18, et il faut prendre en charge ces patients médicalement, parce qu'il y a un risque vital immédiat lié à la respiration, lié aux muscles qui sont relâchés, lié aussi, mais quand on a bu beaucoup, il y a des vomissements, et si la personne inhale à l'intérieur de ses poumons, vous imaginez l'inondation et vous imaginez le risque respiratoire. Sérieux, et deuxième risque majeur, c'est la toxicité même de l'alcool, qui est une toxicité directe à la fois sur le foie et sur le système neurologique aussi. Donc un coma éthylique, c'est vraiment une urgence absolue, et il faut appeler le 15 ou le 18 très rapidement. Et juste un conseil, si ça vous arrive ou si vous êtes témoin, si la personne a du mal à respirer, ronfle, grogne, il faut la mettre sur le côté en attendant que les secours arrivent. Florian, il s'en est bien sorti, votre ami? Oui, il a fait une nuit à l'hôpital et il est sorti le lendemain. D'accord, et sans séquelles? Sans séquelles. Bon, tant mieux pour lui. Merci Florian pour votre question, Isabelle Quenin. La question, c'était de savoir, il y a plein de gens qui sortent du coma et qui écrivent un livre où ils racontent tout ce qu'ils ont vu, la petite lumière au bout du tunnel. Alors c'est quoi? C'est vraiment une expérience, comme on dit dans les films, de mort dépassée, où ils sont vraiment après partis. Voilà, ou alors c'est simplement une hallucination qu'on aurait dans le coma et qui fait qu'on ne sait plus très bien... ce qu'on a vu. Eh bien, on n'en sait rien, et les neurologues notamment n'en savent rien, c'est-à-dire qu'il y a probablement, c'est probablement multifactoriel, avec une part liée aux médicaments, les drogues sédatives qui peuvent donner ce type d'hallucination. Deuxième hypothèse, c'est une hypothèse d'épilepsie, de crise d'épilepsie, qui serait des décharges un peu désynchronisées au niveau du cerveau, qui pourraient donner cette expérience de mort imminente, qui a été beaucoup décrite avec le tunnel, avec l'impression de visuel, de grande lumière. Et puis, troisième hypothèse, qui serait beaucoup plus métaphysique, ou beaucoup plus mystique, mais en tout cas, là, la médecine n'a pas de réponse. Et quand les gens décrivent ces expériences-là, ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils décrivent tous la même chose. Or, sur des expériences qui seraient purement neurologiques ou purement liées aux drogues, on pourrait imaginer des choses un peu discordantes. Donc là, ça reste encore un grand mystère. Sauf si c'est un imaginaire commun, finalement, et à force de répéter que c'est comme ça la mort, les gens finissent par l'imaginer. Ça peut être ça aussi. Docteur Pérez. Oui, moi, il y a une chose qui me frappe dans ces histoires de coma, c'est que souvent les médecins sont incapables de donner un pronostic. Souvenez-vous de Schumacher, les gens disaient, écoutez, personne n'était capable de dire ce qui allait se passer. Est-ce qu'on peut faire un pronostic, évaluer les dégâts, quand la personne est encore dans le coma, et dire c'est grave ou c'est pas grave? J'allais dire aux deux extrêmes, oui. C'est-à-dire, malheureusement, quand le coma est très grave, parce qu'il y a des lésions qui sont telles, avec des éléments d'IRM, de scanner, voire d'électroencéphalogramme, une fois que les choses sont diagnostiquées dans une gravité irréversible, on sait que c'est irréversible. L'autre côté, c'est le coma qui est un coma où vous prenez un coup sur la tête, il y a un petit hématome sous-dural ou extradural, il y a un geste neurochirurgical, on évacue l'hématome et le cerveau n'est pas touché, donc ça, il n'y aura pas de séquelles. Mais entre les deux, entre le Glasgow 3 et le Glasgow 15, ou plutôt entre le Glasgow 4 pour cette échelle et le Glasgow 14, eh bien là, c'est les mystères du corps humain, mais c'est aussi l'espoir et la fabuleuse plasticité du cerveau cérébral, avec des gens qui vont récupérer de manière miraculeuse, et c'est ça qui est important aussi de garder à l'esprit, c'est-à-dire que tant que les choses ne sont pas jouées, il faut garder espoir, il faut stimuler et il faut être présent.